Bonjour. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous avons une compagnie comme Adyen qui souffre énormément. Quand je dis souffrir, elle a annoncé des résultats financiers ici qui n'ont pas été appréciés par le management. Enfin, pas par le management, mais par le marché. Mais ça, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le marché est là pour nous servir. Et donc, notre objectif à nous, c'est d'analyser selon notre expérience, ces résultats financiers-là et de se faire son propre avis. D'accord? Le marché ici, pas parce qu'on a fait moins 22% que ça remet en question ici la qualité du dossier. Et donc, on va regarder ça. Adyen, c'est un ancien client ici. Il me semble que, je me rappelle, Adyen, à peu près aux alentours de 2023, on en avait parlé, notamment avec cette baisse-ci. Entre-temps, c'est remonté. Après, on revient presque à ces niveaux-là. Bref, volatilité, c'est le meilleur ami de l'investisseur à long terme, sous condition qu'il investisse uniquement dans ce qu'il peut comprendre. D'accord? Si vous ne comprenez pas du Adyen, on n'y investissez pas du tout. Mais je sais une chose, c'est que le secteur ici des payment processing, c'est un secteur vaste. Les barrières à l'entrée ne sont pas très élevées, mais il est très important ici d'avoir une envergure afin de pouvoir... Enfin, la taille doit être énorme ici afin de pouvoir générer des économies d'échelle. Parce que la concurrence est encore liée au niveau des prix. D'accord? Adyen, c'est offline, online. OK? Donc, que vous soyez un commerce physique ou bien essentiellement en ligne ici, Adyen ici peut vous servir de manière générale. Revenons rapidement ici à ce que moi j'ai identifié comme étant éléments positifs, éléments négatifs, ainsi que signaux à surveiller pour les trimestres à venir. On terminera ici par l'évaluation du titre. Avant de commencer, je tiens à mentionner une chose. En lien ici dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers le groupe School. Donc, si vous voulez continuer la discussion au-delà de YouTube, vous avez le lien vers le groupe School, c'est gratuit. Essentiellement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. Si vous cherchez des tips, allez-y sur une autre chaîne. OK? Ici, nous, on lit les rapports financiers, on écoute des conférences calls, on essaie de se faire un avis sur les business qui nous intéressent de manière générale. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement ici et voilà. Au niveau des catalyseurs positifs, ne vous inquiétez pas, je vais publier cette information, la note d'analyse au complet, parce que tout ce qui va manquer ici, il y a juste 2-3 éléments plus hauts ici, mais on va à peu près passer sur l'essentiel, parce que ce qui est plus haut, c'est juste une répétition de ce que vous allez avoir ici. Donc, catalyseur positif, éléments de risque ici, ainsi que signaux à surveiller. Au niveau des éléments positifs, comme d'habitude, vous avez le levier opérationnel, la discipline des coûts. L'augmentation de la marge EBITDA de 3 points de pourcentage prouve que l'infrastructure d'Adyen peut absorber des volumes croissants avec des coûts marginaux limités. Un avantage décisif pour la rentabilité à long terme. Deuxième point ici, l'expansion organique chez les clients existants. La croissance des revenus nets de 21% hors change, c'est important, est principalement portée par l'usage intensif de la plateforme par les clients actuels, témoignant d'une forte fidélité et de la supériorité du produit. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de dépenser énormément ici en coût d'acquisition. Oui, parce que pour signer un client, ça nous prend de l'argent. Et donc, généralement, si les clients existants consomment plus, c'est tout bénef pour nous. Ensuite, vous avez ici l'amélioration ici du take-up rate ou bien du take rate. Et je vous ai dit, cet élément-ci est important dans ce domaine. OK? Parce que pour attirer les volumes, proposer des take-up et des take rates très bas, c'est ça mon problème avec PayPal. Parce que son PayPal ici, son take rate est trop élevé. C'est trop élevé. Et donc, ça va être compliqué pour... Enfin, il faut vraiment qu'elle le réduise parce qu'elle a l'envergure nécessaire. Et je pense que pour PayPal, le fait de se transformer en banque ici est devenu un peu comme j'oublie le nom de la compagnie, comme Sophie, ou bien New Holding, ou bien peut-être ici comme Revolut. Ça pourrait être un très grand avantage pour elle. Elle a les capacités de le faire parce qu'elle a énormément la base de clients est énorme. Donc, je pense qu'il faut, je n'ai pas regardé depuis, mais je pense qu'elle était en train de rechercher ici une licence bancaire. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais le take rate est très, très important. Je dis bien, il est très, très important dans ce secteur-là. Porté par un mix marchand favorable, le taux de commission a progressé. Cela indique une capacité à capter davantage de valeur sur chaque transaction traitée. Peut-être qu'ici, les clients ont décidé de souscrire à des produits à valeur ajoutée. Et donc, ça permet ici de générer un take rate plus élevé. Ensuite, la résilience du volume hors grand compte. Et ça, c'est le mystère. Si le volume croît de 8%, volume des transactions, il bondit de 21% en excluant un client unique à fort volume. Alors, on dit ici qu'il y a un client qui pèse énormément en termes de volume, mais qui a une croissance moins élevée que l'ensemble du portefeuille. OK? Cette diversification sous-jacente, c'est-à-dire hors grand compte, se réduit la dépendance de l'entreprise aux décisions stratégiques de quelques géants. D'un côté, parce que vous allez voir que
C'est un élément positif, mais également on peut retourner cet élément, on peut également le voir d'une manière différente, comme on va le faire tantôt. Alors, comme élément négatif ici, ou bien pas négatif, mais des risques, comme élément de risque ici, vous avez le ralentissement de la croissance. Attention, par ralentissement, je mets entre parenthèses. Vous savez une chose, la croissance finit toujours par ralentir. Une croissance de 50% devient une croissance de 15% ici. Mais si on me dit ici que la croissance de 15% est plus durable que celle à 50% par an, je prends la croissance de 15%. OK? Tôt ou tard, la croissance de Adyen va ralentir. Mais je sais que dans ce secteur d'activité, il y a énormément. La taille du marché est juste phénoménale. Il y a de la place. Et donc, je ne m'inquiète pas trop pour la croissance. Ça pourrait même être divisé par 2 que ça m'intéressera toujours, surtout au niveau de la croissance. Une croissance à double chiffre, au moins sur les 10 prochaines années, il y a de fortes chances que Adyen puisse vivre cela. Si elle continue à faire la même chose de la même façon. Bien, en faisant cette chose-là, encore mieux. Donc, la révision de l'objectif de croissance 2026 à 20-22% contre précédemment un low to mid-20, ça veut dire quoi? Low 20, ça veut dire ici qu'on sera supérieur à 20, entre 21 et 24%. OK? 21 et 24%. Mid-20, ça veut dire ici qu'on s'entend qu'on sera au moins à 25%. D'accord? Mais inférieur à 27 ou 28% par là. Bref, tout ce que vous devez comprendre dans ce langage-là, c'est que là où on planchait sur une croissance minimum, disons de 22%, maintenant on a 20%. Croissance minimum. Parce que quand une entreprise vous donne un intervalle de valeur par rapport à la croissance, prenez toujours le moins 10 ans. Toujours. Et rappelez-vous d'une chose, personne n'a forcé l'entreprise à nous donner des guidance. Ce n'est pas une obligation. Personne ne l'a forcé. Et si elle dit qu'elle aura 20%, vaut mieux que ce soit 20% au moins. Parce qu'elle aurait pu mettre 10% et avoir du 20%. Donc, quand on parle de ralentissement de la croissance, c'est entre parenthèses, parce que moi, je considère que même si on était à 10%, ça reste toujours une croissance intéressante. Parce que tôt ou tard, on va arriver à une croissance moyenne de moins de 10%. Je rappelle ici que tous ceux qui... La raison pour laquelle je suis optimiste dans le domaine ici des payment processing, rappelez-vous, ceux qui ont accès au Top Premier Infinity, on a déjà fait une analyse sectorielle sur ce sujet-là. Je pense même que dernièrement, quand on a parlé des finances, j'ai parlé plus du secteur ici, des cartes de crédit au niveau ici, l'analyse concurrentielle. Bref, risque spécifique 1. Risque spécifique niveau 2 ici, c'est la neutralisation des économies d'échelle. L'absence d'expansion de la marge opérationnelle projetée pour 2026, je dis bien absence d'expansion. Je n'ai pas dit ici absence ici de marge opérationnelle. Absence d'expansion projetée pour 2026, malgré la croissance des volumes, indique une absorption intégrale des gains d'efficience par l'intensité du capital d'investissement. Donc, les dépenses structurelles liées aux infrastructures et au développement produit s'équilibrent avec des économies d'échelle, gelant ainsi le levier opérationnel à court terme. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire ici que les gains d'efficacité qu'on peut avoir sont complètement, à court terme, seront éliminés ici par les différents cycles d'investissement. OK? C'est pour ça qu'on s'attend à peu près à une génération identique en termes de marge opérationnelle par rapport à ce qu'on a eu l'année précédente. Ce n'est pas si mauvais que ça. D'accord? Mais c'est un niveau de risque. Surtout si on arrive à vivre, si on a des investissements bien plus élevés que ça. OK? Mais voyez cette entreprise en tant qu'entrepreneur. Est-ce que les investissements actuels rapportent des fruits? Pour le moment, c'est oui. Troisième élément, la concentration de volume. Et là, on revient par rapport à ce que je vous ai mentionné plus haut, où je mentionnais le fait qu'il y a une croissance plus élevée quand on met de côté un gros client ici. C'était quelque chose d'intéressant. Mais ça veut également dire que si on a une croissance de 21% hors gros client et qu'avec le gros client, c'est 8%, ça veut dire ici que le gros client a énormément d'impact sur les volumes. Et donc, s'il disparaît, l'écart massif de croissance du volume de 8% vers 21% hors gros client souligne une vulnérabilité, à savoir la perte ou le changement de conditions contractuelles avec un acteur majeur peut impacter significativement les indicateurs de volume globaux. Si notre plus gros client demande des prix plus bas, eh ben, ça pourrait impacter nos take rates. Ça pourrait impacter nos marges bénéficiaires. On pourrait les lui accorder.
on pourrait lui accorder des prix bien plus bas que ça. Parce qu'en termes de volume, ce serait une perte phénoménale. Ça aurait un impact majeur. Et donc, il peut avoir une pression de plus en plus élevée sur les marges opérationnelles. Je n'ai pas dit que ça va arriver, mais c'est quelque chose déjà à prendre en considération aujourd'hui. Ensuite, vous avez les pressions macroéconomiques. La sensibilité d'Adian à la consommation globale, la consommation discrétionnaire, rend ces objectifs vulnérables à une dégradation prolongée du pouvoir d'achat ou de la confiance des entreprises. OK? Qui sont les personnes qui dépensent sur Adian? Et ces personnes-là sont situées dans quel segment d'activité? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Maintenant, comme signaux à surveiller, moi, si je suis actionnaire d'Adian, quand je vais regarder les prochaines conférences call, etc., je dois regarder ici le taux de capture. Et de toutes les façons, c'est toujours quelque chose à regarder. Donc, les tech reps ici, c'est quelque chose à regarder. Donc, un maintien ou une hausse au-dessus des niveaux de 2025 confirmerait le pouvoir de négociation, pricing power d'Adian, malgré la concurrence. Deuxième point, croissance organique à taux constant. Le seuil critique se situe à 20%. C'est eux qui l'ont mentionné, on s'attend au moins à voir 20%, entre 20 et 22%. Donc, en dessous, c'est dangereux. Passer sous cette barre remettrait en cause le statut de valeur de croissance hyper performante du titre. Je m'explique. De toutes les façons, passer sous cette barre, ça reste une compagnie de croissance. Mais rester à ce niveau-là, sinon faire plus, c'est de la croissance, mais un peu plus élevée. Mais globalement, c'est juste un jeu de mots. Je vous dis ici que, attention, elle a mentionné 20% sur la croissance à venir. Et sous condition que le marché, le tissu économique se comporte bien. Parce que ça, ce n'est pas du contrôle d'Adian. Ce qui devrait vous intéresser, si vous, les actionnaires d'Adian, c'est la taille du marché. C'est si Adian prend de plus en plus de parts de marché. Et ne vous attendez pas à ce que, oui, on a dit 20%, mais on a eu 18%, c'est mauvais. Non, c'est bon. Pensez comme des investisseurs long terme. OK, on peut avoir 18% aujourd'hui, 22% demain. Dans tous les cas de figure, l'information est simple. On a de la croissance. D'accord? Regardez ce qui compte. Ensuite, troisième élément à surveiller, le rythme d'investissement par rapport aux marges. Il faudra surveiller si les nouveaux produits ou les nouvelles cohortes ici commencent à générer un retour sur investissement suffisant pour relancer l'expansion des marges au-delà des 53%. Et donc, voici à peu près les éléments que je vais surveiller. Ne vous inquiétez pas, dans le groupe School, je vais mettre à peu près tous ces éléments. Comme je le rappelle ici, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe School. Vous pouvez continuer la discussion. Vous voyez ici, on est près de 200 sur ce groupe-là. Et dans Classroom, ici, je vais mettre les notes d'analyse sur Adian, comme je l'ai fait avec Sanofi. Avec également Dassault Systèmes et d'autres entreprises. En fait, c'est des notes d'analyse ici. Si j'ai lu les rapports financiers, écoutez les conférences sur certaines entreprises, je vais avoir tendance à les mettre ici. Et vous me connaissez, parfois j'ai la flemme de les relire ici. Donc, je mets juste la note, je fais l'analyse quantitative, comme on aurait pu le faire ici. Mais je pense que parfois, mettre la note d'analyse, si je ne vous explique pas parfois certains termes, ça peut être complexe pour vous. Mais on ne le fera pas sur toutes les vidéos. Mais vous avez également accès à 2 prompts ici, qu'on appelle checklist, une pour les ETF, une ici pour les actions. Je vous laisse aller voir ça, OK, de manière générale. Nous, ici, voilà, c'est uniquement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. Si vous cherchez des tips ou je ne sais pas quoi, passez votre chemin. Et n'oubliez pas, le bootcamp pour le mois d'avril est ouvert maintenant. S'il reste encore des places, tant mieux pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours réserver un appel. Et si vous pensez que Top Invest vous a aidé dans votre processus d'apprentissage en matière de stock picking, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ici. Ça peut être 3 étoiles, 5 étoiles ou bien 1 étoile ici. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est ouvert. Il n'y a pas d'entourloupe ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'acheter un quelconque produit. Donnez votre avis, vrai, point barre. OK ? Donc, le feedback, c'est important également pour s'améliorer parce que je ne me considère pas comme étant au sommet de la pyramide de quoi que ce soit. Donc ici, je partage juste mon expérience, le peu d'expérience que je peux avoir en toute modestie, tout en reconnaissant que je peux me tromper. D'ailleurs, je me réserve le droit de le faire comme d'habitude. OK? Donc, en termes de valorisation, parce que c'est bien de parler d'Adian ici, mais Adian vaut combien? Ça vaut combien en date d'aujourd'hui? Combien on est prêt à payer? Kelly Partner, intéressant à aller regarder. Quelqu'un me l'a mentionné ici dans la question que j'ai posée la dernière fois, parce que dans le groupe School, je leur ai demandé si quelle entreprise mérite notre attention au niveau des chiffres. Donc, on fera des analyses quantitatives ici. Je pense que lors de nos prochains lives, peut-être qu'on va en faire un demain de manière générale, le 13. De toute façon, je mettrai le lien du live ici dans le groupe School. D'accord? So, ici, si on parle d'Adian, la baisse de tout à l'heure n'est pas encore mentionnée ici.
au niveau d'Adian, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, ça ne sera peut-être pas visible. Et donc, pour Adian, on a un price aujourd'hui à 900 euros l'action. OK. Donc, je reviens ici. Première chose, Adian, est-ce que c'est cyclique? C'est quelque chose de prévisible? Oui. OK. Il y a combien d'analyses sur le dossier? Ouh, au moins une dizaine. C'est magnifique. C'est pas le nombre d'analyses, c'est important. Au-dessus de 5, moi, j'aime ça. OK? Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'analyse sur le dossier que c'est forcément mauvais. Ça peut même être un avantage parfois parce que le marché ne s'y intéresse pas. Mais faites attention. Alors, ici, les attentes des analystes par rapport à il y a 3 mois, sur les attentes 2026, on est à 41, donc une réduction. 2027 ici, 54 à 50, donc réduction de 10%. 2028, 62 à 60%. Dans tous les cas de figure, le marché s'attend à une croissance globale ici pour les bénéfices de Adian. OK? Ou Adien, ou comme vous voulez. Lisez ça comme vous voulez de manière générale. Moi, ici, qu'est-ce que je fais par rapport à la valorisation? Avant même d'y arriver, il faut déjà qu'on parle ici voilà, qu'on fasse un tour d'horizon global ici du secteur d'activité. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde? Enfin, de la compagnie. On va regarder quoi? Premier élément, revenu. Qu'est-ce qu'on cherche? Revenu stable ou croissant? Vous connaissez la chanson. Maintenant, la croissance provient d'où? Organique ou bien par acquisition? D'accord? Ensuite, on regarde la marge brute. Marge brute ressemble à quoi? Vous avez une marge brute de près de 67% ici. Bon, on avait des 75 avant, mais attention, voilà, l'entreprise est encore en phase de croissance. C'est magnifique. OK? Donc, marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous avez des marges EBITDA de près de 48% par là. C'est magnifique. On avait même du 60. Donc, c'est peut-être en lien avec le cycle d'investissement ici. Bon, la marge brute a diminué. Attention, peut-être parce qu'on rentre sur des nouveaux marchés. On était peut-être un business purement en ligne pour maintenant faire du online et du offline ici. Attention, notamment avec les POS, etc. Donc, ça demande plus de capital de manière générale. Donc, techniquement, ça a un impact sur les marges brutes. Mais le plus important ici, c'est qu'on arrive à générer des marges assez conséquentes. Et moi, ce qui va m'intéresser, et il faut toujours aller regarder les SBC. Par rapport au revenu, on a 1%, c'est rien du tout. Donc, ça veut dire ici que Adian, les free cash flow peuvent être intéressants au prix actuel. Enfin, pourraient représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Mais attention, il y a une chose que je n'ai pas vérifiée sur les free cash flow. C'est la constitution de ces free cash flow-là parce que Adian reste un processeur de paiement ici. Donc, s'ils gardent du cash ici qui ne leur appartient pas, ça aura un impact positif sur les free cash flow. Attention, c'est quelque chose à aller vérifier. Après, même, je peux le faire ici globalement. Tech, Adian, on vient là. Financial, ici, 1 milliard. Change in working capital. OK. Voilà. Donc, ici, le change in working capital, c'est un élément que je vais toujours regarder avec des pincettes. Parce que quand il est positif, il impacte grandement les free cash flow. Faites attention. Et ici, voilà. Compte payable. Quand le compte payable augmente, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'argent qu'on doit. OK? Ce n'est pas notre argent. On peut le garder ici. Ça augmente, ça aura un impact sur les free cash flow, mais ce n'est pas notre argent. OK? Et ça, c'est très délicat à gérer. Parce que si vous la valorisez en fait, en prenant en considération les free cash flow, etc., vous aurez tendance à prendre de l'argent qui ne lui appartient pas. OK? Si vous prenez les cash flows opérationnels, vous avez également de l'argent qui ne nous appartient pas. Et donc, Adian, l'argent qui ne nous appartient pas, on peut travailler avec, on peut l'investir, etc., mais ça reste de l'argent qui ne nous appartient pas du tout. Et donc, par exemple, si cette compagnie, en termes de valorisation, c'est peut-être intéressant de prendre l'EBITDA. Et même l'EBITDA sera... c'est un véritable dilemme ici. Alors, je vais faire simple. En prenant les cash flows opérationnels, je reconnais que Adian a du cash en compte. Et toutes les entreprises le font dans ce domaine. Ça peut même être un avantage. OK? C'est un avantage même d'ailleurs. Quand vos clients vous donnent de l'argent ici, vous pouvez fonctionner avec ce cash-là. Mais ça veut dire que les résultats d'Adian doivent être retraités. Ce n'est pas le but de la vidéo de le faire ici en date d'aujourd'hui, mais pour ceux qui ont un tout petit peu de bouteille en comptabilité, je vous encourage massivement à toujours retraiter les résultats ici.
Donc, ce qui peut encore nous encourager, mais à ne pas payer des multiples élevés pour du Adyen. Parce qu'il y a une partie ici du free cash flow qui ne va pas nous appartenir. Ou bien qui ne nous appartient pas du tout. Et donc, sur Adyen, ici, si je veux faire simple, si je ne veux pas me compliquer la tâche, je prends les net income uniquement. OK. Parce qu'ils sont bien impactés ici par les éléments comme la recherche et le développement, etc., qui va servir ici à la dépense en capital. Et donc, on n'a pas, je pense qu'on également, on a déjà, le compte payable va nous impacter plutôt au niveau du cash flow opérationnel. Donc, je vais rester, si je prends cet élément et que j'extrapole les attentes à 2026, ça pourrait changer, hein. Attention. Donc, premier élément ici, vu qu'on a une entreprise qui va rester de croissance, on aura au moins du 20 à 25 fois les bénéfices. Excusez-moi. On aura une croissance au moins à double chiffre. Ça peut se négocier à 20, 25 fois les bénéfices. Je vais exagérer, je prendrai 25 fois les bénéfices. Ça fait 25 milliards par rapport au net income les 12 derniers mois. OK? Si j'enlève la dette nette, on a même, littéralement ici, on a du cash net. Je fais ça. Et le cash net ici, comme je l'ai dit, il y a parfois du cash qui ne nous appartient pas. Mais bon, on prend le cash net qu'on a ici, divisé par le nombre d'actions. Ça fait à peu près 32 millions d'actions, j'arrondis, divisé par 32. Ça donne 1 milliard, excusez-moi, 1165 euros. Actuellement, c'est 900 euros. Hein, et j'ai pris 25 fois les bénéfices de 2022, les derniers résultats financiers. Enfin, quand je dis mais les derniers résultats financiers, encore, ça date même encore du mois. Ça n'a même pas encore été mis à jour de manière générale. Donc, je fais même exprès de sous-évaluer ce business en date d'aujourd'hui, en utilisant cet agrégateur. Donc, vous voyez que même en le faisant, le prix est intéressant parce qu'on a des bénéfices nets plus intéressants que ceux de l'année précédente. OK? On le fait comme ça. Vous pouvez prendre du Adyen là. Si on prend About, on vient ici au niveau de Press Release, Média. On fait ça, les résultats financiers, H2 2025. Qu'est-ce qu'on a en termes de... Vous voyez le revenu en net, au Q2, il a augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Je ne vais pas me casser la tête, je vais rester au niveau de l'agrégateur. OK? Je reste au niveau de l'agrégateur. Et même en prenant l'agrégateur ici, on reste à des niveaux de bénéfices très élevés, intéressants. OK? Et encore, ça se base même sur les résultats de 2025. Donc, vu le prix actuel, on avait un target price à combien? 1165. Ça, c'est 25 fois les bénéfices. Si j'extrapole maintenant, parce que Adyen ça reste un business prévisible, on pourrait s'attendre à des bénéfices plus élevés dans le futur. On s'attend à peu près à quelque chose comme 1,5 milliard d'ici 2028. 1,5 milliard divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a 32 millions d'actions, ça fait à peu près 47 $ par action. Je price cet élément-ci à 25 fois les bénéfices parce que je pense qu'au-delà de 2027, la croissance sera toujours à double chiffre. Maintenant, si le marché paye moins que 25 fois les bénéfices, ça va être problématique ici. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pris le cash net, voilà. Donc, 37 milliards 500, si j'ajoute le cash net ici à 12 milliards 300, si ma mémoire est bonne, divisé par le nombre d'actions ici à une cinquantaine de milliards, ça fait à peu près quoi? 32, OK? On pourrait atteindre les 1500 et poussière. Dans tous les cas de figure, je pense une chose. Acheter du Adyen en date d'aujourd'hui, aux alentours, que ce soit 1500, 1200 ou en dessous de ce prix-là, c'est l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. OK? C'est acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et je peux me tromper, et d'ailleurs même je me réserve le droit de le faire. C'est pour ça, par exemple, je sais que parmi vous, d'aucuns vont se dire, mais il n'y a pas de précision dans cette valorisation. On n'a pas besoin d'avoir de la précision. On prend des hypothèses. On identifie un business qui peut continuer à croître, qui génère déjà du cash flow en date d'aujourd'hui, qui pourrait en générer plus demain. Mais on décide de l'acheter ici en étant assez conservateur. Conservateur veut dire quoi? En se basant sur les résultats financiers qui sont déjà obsolètes en date d'aujourd'hui, tout en sachant qu'ils ont eu de bien meilleurs résultats en date dernièrement. Et on pourrait s'attendre à de bien meilleurs résultats en 2026 en termes de croissance de volume de manière globale. Donc, si ça coûte déjà moins cher avec des datas de 2025 ici, imaginez combien est-ce que ça pourrait représenter avec des datas actualisées. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est cette idée-là que... Donc, on achète, on achète Adyen à un prix moins élevé que ce que ça nous vaut réellement. C'est ça qui doit vous intéresser sur le dossier Adyen. Maintenant, ceux qui pensent qu'on pourrait générer du 60 euros de bénéfices nets d'ici 2026, tant mieux. Si on fait 60 euros de bénéfices nets d'ici 2026, ça fait à peu près quoi? À disons même 25 fois les bénéfices, ça donne combien? 1500 euros, sans prendre en considération le cash net. OK? Donc, les amis, quand vous faites du stock picking, le plus important, ce ne sont pas les chiffres. Le plus important, c'est de faire parler ces chiffres-là. La probabilité que Adyen génère le milliard en termes de bénéfices nets est élevée. La probabilité qu'elle génère au moins 1,5 milliard d'ici à 3 ans est également élevée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un secteur d'activité où elle prend de plus en plus de parts de marché, un secteur d'activité où les volumes sont de plus en plus élevés, et donc il y a de la place. Il y a de la place en date d'aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas si vous avez du Adyen, etc., mais en l'analysant, faites attention au forward ici, parce que le forward n'inclut pas, il faut enlever, voilà, ça n'inclut pas la dette. OK, si vous prenez ici Enterprise Value ici, sur EBITDA en next 12 months, on a 1,17 ici. Donc, le Enterprise Value ici, si vous pouvez le faire ici par rapport au nombre d'actions, par rapport au bénéfice net, on pourra avoir quelque chose de bien plus élevé que ça. En tout cas, je pense que Adyen au prix actuel, en dessous des 1500 reste intéressant. On va le dire comme ça. Ça, c'est mon avis. OK? Et non un conseil d'investissement. Vous allez même voir que tous les payment processors, que ce soit Shift4, Fiserv, Global Payment, GPN, sont sous-évalués depuis très, très longtemps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elles font? Rachat massif d'actions. Le cash flow est toujours là. Le marché ne veut pas acheter ces entreprises en date d'aujourd'hui parce qu'il est intéressé par autre chose. Mais ce sont des machines à cash. Et pendant que le marché refuse de les acheter, nous, on les achète patiemment. Tôt ou tard, il y aura une revalorisation. Tôt ou tard. C'est une question de temps. Parce que le business en lui-même ici n'est pas menacé de manière globale, de manière générale. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le bootcamp qui commence au mois d'avril ici. Pour Adyen, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai mis dans la watchlist ici? On avait un target price à combien? Si ma mémoire est bonne ici, je mettrais, je vais me situer aux alentours des 1500. On va faire simple. Adyen peut générer du 1500 ici. 25 plus 13 milliards ici de cash flow, de dette nette ici. Divisé par le nombre d'actions, à peu près 32 millions d'actions. Je mettrai ici 1000, voilà, on va l'arrondir à 1600. Voilà. Adyen, c'est au niveau des financial. Donc, je viens dans la watchlist. On va aller à l'onglet financial et on va prendre du Adyen. La valorisation, c'est la partie la plus facile, les amis. Ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Donc, on a du Adyen ici, je vais mettre 1600. Voilà. Point. Et ça marque la date d'aujourd'hui. Et bim, badaboum. Maintenant, si vous êtes assez conservateur, vous pouvez vous dire que bon, Adyen, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices à venir. OK, 15 fois les bénéfices de 1500. Il y a de fortes chances qu'on génère 1500 par an, plus à peu près 13 milliards de cash flow ici, de dette nette. OK, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 32 millions d'actions, on tombe à 1100. On n'a pas surpayé. Et en plus, on a payé 15 fois les bénéfices. Et pour une entreprise qui a une croissance à double chiffre, payer 15 fois les bénéfices, c'est très, très bas. Bref. Quand on regarde à gauche, quand on regarde à droite, pour que la valorisation d'Adyen soit décorrélée de la réalité, il faut complètement que la croissance s'arrête du jour au lendemain et qu'il y ait une pression de plus en plus élevée au niveau des marges. Pour le moment, ce n'est pas ce que je vois. Peut-être que je me trompe. De toutes les façons, je me réserve royalement le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.